Vous avez 15 minutes, François. C'est à vous. D'abord, peut-être un propos plus général. Bonsoir, Manuel Valls. Bonsoir. Cette insatisfaction qu'on a vue dans ce film, qui émane à la fois de votre gauche et de votre droite, elle peut s'expliquer par l'absence de résultats économiques. Il y a bien sûr le chômage, avec un nouveau record ce soir. Mais derrière ce chômage, c'est l'activité elle-même qui ne parvient pas à reprendre en France et qui fait d'ailleurs de la France une exception, une des rares exceptions dans les pays occidentaux. On va regarder ensemble deux séries de chiffres. L'une sur la production industrielle. Et j'ai comparé la production industrielle dans 5 pays entre 2012, le début du quinquennat, et puis 2015 aujourd'hui. Pour la France, on est à moins 1,3%, alors que pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour le Royaume-Uni, on est très nettement en positif, et pour la moyenne de l'OCDE, on est à plus 3,6%. Deuxième série de chiffres, c'est le PIB, c'est-à-dire la croissance. Sur la même période, 2012-2015, c'est l'écart de production trimestrielle sur 3 ans. France, 1,2, c'est la performance la plus faible. L'Allemagne, 3,4, l'Espagne, 3,6, le Royaume-Uni, 9,1, et la moyenne de l'OCDE, près de 6%. La France est à la traîne de la reprise mondiale. Selon vous, qui vous définissez comme un réformiste adepte de la culture du résultat, qu'est-ce qui ne marche pas ? Il y a une perte de compétitivité majeure pour notre pays. Depuis plus de 10 ans, nous avons perdu 750 000 emplois industriels, 20% de part de marché en moins à l'export. Et nous avons perdu de l'énergie et de la force dans notre industrie. Mais ça fait 3 ans et demi Je ne que dis vous pas êtes le contraire. revenu au pouvoir. Le rapport gallois, grand industriel, à la fin 2012, sonne comme un avertissement sans frais à ce moment-là pour la France. Et le choix qui est fait par le président Hollande, par mon prédécesseur Jean-Marc Ayrault, c'est d'engager à ce moment-là ce soutien à la compétitivité de notre pays. Ça prend du temps, je le reconnais. Et moi, je comprends tout à fait les critiques, d'où qu'elles viennent, pas de droite ou de gauche, tout simplement des Français, des entrepreneurs comme des salariés. Parce que nous avons tellement perdu de temps par rapport à l'Allemagne. Au début des années 2000, l'Allemagne a engagé des réformes avec un chancelier social-démocrate, Schröder. C'est un argument que vous pouviez donner en 2012, mais pas en 2015. Oui, mais parce que la reprise... On est 3 ans après votre arrivée. Parce que le pacte de responsabilité, de solidarité, c'est-à-dire les 40 milliards, pour être précis, annoncé par le président de la République... 40 milliards, c'est en 2010. En janvier 2014, est en train de produire ses résultats. Ça ne va pas assez vite, vous les voyez mais est en train de produire des résultats. Regardez, les exportations, c'est cette année... plus de 5,3%. L'objectif du CICE, c'était l'emploi. Où voyez-vous des résultats ? Le CICE marche à plein régime, surtout au cours de cette année 2015. De plus en plus d'entreprises y recourent. Plus 20% cette année par rapport à l'année dernière. Les entreprises, François Langlais, se sont appropriées le CICE. Ce que j'attends maintenant que les marges ont été reconstituées, qu'elles vont mieux, que leur trésorerie, petite ou grande entreprise, va mieux, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, elles embauchent. C'est ce déclic de la confiance qui manque. Mais on a quand même l'impression... La confiance des entrepreneurs, comme la confiance des ménages, va dans le bon sens. Et c'est pour ça que nous avons posé le bon diagnostic et que je suis non pas optimiste, en tout cas très volontariste, pour aller jusqu'au bout de ces réformes et de la mise en œuvre de cette baisse du coût du travail, de la fiscalité pour les entreprises, qui est essentielle pour notre économie. On a quand même l'impression que vous arrosez du sable, hein. Ça ne pousse pas. Et les 3 secteurs qui bénéficient le plus du CICE, c'est-à-dire le cœur du pacte de responsabilité, ce sont l'hébergement et la restauration, les services administratifs et la construction. C'est des activités qui ne sont pas délocalisables, sur lesquelles il n'y a pas de problème de compétitivité. Est-ce que ce n'est pas un fusil à tirer dans les coins, votre affaire ? C'est-à-dire qui n'a pas atteint sa cible. Vous parlez d'un problème de compétitivité et on aide les restaurants et les cafés. C'est très bien pour eux. Vous êtes en train de caricaturer. Attendez, je ne reconnais pas François Langlais. Ça vient du rapport de France Stratégie. C'est un rapport qui date de quelques jours. 2013. Non. Là, non. Je parlais du rapport. Le rapport de France Stratégie vient de sortir. Voilà. Il porte, sur l'année 2014, c'est-à-dire sur le début de la montée en charge du crédit impôt compétitivité emploi. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, plus 20% déjà par rapport à l'année dernière, qui recourent au CICE, c'est-à-dire, là encore, à ces moyens qui sont donnés aux entreprises pour baisser le coût du travail. Et moi, je n'arrête pas de voir... C'est la Poste, le premier bénéficiaire. Je n'arrête pas de voir le nombre d'exemples dans tous les secteurs de notre économie, des entreprises qui vont mieux. Et puis par ailleurs, il y a aussi, ne l'oublions pas, de bonnes nouvelles industrielles dans bien des domaines. Airbus, bien sûr, c'est l'exemple que tout le monde connaît, avec un carnet de commandes historique en termes d'emploi, historique, c'est 6 000 avions. Vous ne pouvez pas l'attribuer à votre politique. C'est antérieur, si je puis me permettre.
Mais moi, je ne suis pas pour des ruptures ou pour faire des procès. Mais quand la France s'est battue, et c'était au cœur de mon discours de politique générale, pour que l'euro soit moins cher, ça a été bon pour Airbus, parce que l'euro a baissé. Ça a été bon pour Airbus en France comme en Allemagne, et donc pour nos emplois. Quand nous vendons des Rafales, c'est bon aussi pour notre industrie. Quand General Electric, ça a été une longue négociation, annonce le rapatriement en France de 500 emplois à Belfort et va créer 1000 emplois dans le cadre du rachat de la branche énergie Alstom, ce sont des emplois. Quand nous mettons en œuvre la loi de transition énergétique pour créer des emplois verts, Ségolène Royal pourrait en parler encore mieux que moi, là aussi nous créons nos emplois. Donc c'est un plan d'ensemble, baisse du coût du travail, 40 milliards, mise en œuvre du CICE, plus des mesures supplémentaires pour les entreprises, notamment pour les TPE et les PME. Alors, François, vous souhaitiez aussi parler des impôts. Le président l'a dit à plusieurs reprises, pas d'impôts nouveaux. Et voilà qu'hier, on découvre que la taxe foncière sur les jardins ou les potagers, s'ils sont faits de terrains constructibles, augmente de façon considérable. 5 € par mètre carré, ce qui peut représenter une augmentation de plusieurs milliers d'euros pour de petits contribuables. Est-ce que vous comprenez qu'avec des surprises comme celle-là, on ne vous croit plus lorsque vous parlez de stabilité fiscale? Je crois que les Français sont très sceptiques, d'une manière générale, sur le discours politique. C'est pas hasard, quand même. Ce n'est pas hasard. Sur le discours fiscal que vous avez. Depuis des années, la relation entre des paroles et des actes, pour reprendre une nouvelle fois le titre de l'émission. Les impôts dans ce pays ont augmenté de manière massive. 20 milliards entre 2010 et 2012, 20 milliards supplémentaires entre Plutôt 2012 et 2014. Pour votre parti. 20 milliards, 20 milliards. Cela, même si c'était fait différemment, même si cela pouvait se justifier pour rétablir les comptes publics, même si la gauche a créé une tranche supplémentaire de 45% sur l'impôt sur le revenu, même si la gauche a renforcé l'impôt sur les fortunes qui rapporte aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros au budget de l'État. Mais les impôts ont pesé trop lourdement. Qui vont voir leur taxe foncière exploser. On ne peut pas laisser faire ça. Ça concerne 600 communes. Ça concerne combien de personnes? 600 communes, ça fait quand même du monde. Je ne dis pas. Ça concerne quelques centaines de personnes qui ne sont pas tous au même régime. Et ne me comparons pas, même si, encore une fois, il peut y avoir un problème de message, ne comparons pas ces quelques centaines de cas qu'il faut regarder avec attention, un dispositif qui a été mis en œuvre il y a déjà quelques années, ne comparons pas cela avec les 9 millions de ménages. On va y venir. Les 9 millions de ménages qui sont concernés par la baisse de l'impôt sur le revenu ou qui ne vont pas payer l'impôt sur le revenu. Cette augmentation de sur ce sujet-là, je pense que dans le cadre de la loi de finances 2016, rapporteur général du budget, la rapporteure générale du budget, Valérie Rabault, l'a dit dans le même journal Le Parisien ce matin, il faut regarder de très près quelles sont les modifications qu'on peut apporter pour qu'il n'y ait pas des effets pervers à une mesure dont l'objectif était sain, qui était de délivrer les terrains pour qu'on puisse construire dans les zones qu'on appelle tendues, c'est-à-dire là où il manque des logements. L'objectif est bon, il faut peut-être regarder de près les conséquences sur quelques centaines de personnes, mais attention, autant je crois, l'année dernière, les Français étaient sceptiques sur la baisse des impôts que nous avions annoncés. On y vient tout de suite. Là. Cette année, je constate, dans les rapports que je peux avoir avec les Français, que la baisse sur l'impôt sur le revenu est aujourd'hui ressentie. Je ne sais pas si les gens nous remercient, mais en tout cas, c'est ressenti ainsi et c'est une bonne chose. Après, justement, les fortes hausses d'impôts que vous avez évoquées, vous vous êtes engagé dans une baisse timide, plus modeste que la hausse qui avait précédé. Elle devrait concerner au total 9 à 10 millions de foyers fiscaux. Il reste quand même plusieurs millions de foyers, les plus aisés, qui ont vu leur charge fiscale considérablement augmenter. Ce sont eux, c'est un Français sur 10, ce sont des gens qui gagnent par foyer 4 000 € ou plus par mois. Donc ils sont quand même aisés. Et c'est eux qui vont désormais payer l'essentiel de l'impôt sur le revenu. On va le voir sur ce camembert, 67%, c'est-à-dire les 2 tiers, c'est-à-dire encore 50 milliards d'euros. Est-ce que vous excluez toute baisse d'impôt pour ces contribuables-là d'ici 2017 ? Par principe, il ne faut rien exclure, mais en même temps, et vous le savez parfaitement, sinon vous me le rappelleriez, il faut gérer, Michel Sapin en a la responsabilité, sérieusement, le budget de la France. Ça veut dire non, pas de baisse d'impôt pour ces contribuables-là. Quel a été le défi Qui payent quand même 20 milliards de plus. Quel est le défi de ce quinquennat depuis 3 ans? C'est à la fois rétablir les comptes publics, financer des priorités qui pour nous sont essentielles, l'éducation,
et la sécurité, redonner de la compétitivité à nos entreprises, lutter contre les inégalités qui n'ont cessé de croître dans ce pays, et aujourd'hui, baisser les impôts. 3 milliards l'année dernière pour 9 millions de ménages, et pour ces ménages, c'est 300 € par ménage en moyenne, 8 millions de ménages pour l'année 2016, ça a été annoncé par le président de la République, 300 à 500 €. Et pour ces 4 millions, donc? Mais moi, j'assume l'idée d'une justice fiscale. Nous sommes revenus à des chiffres identiques à il y a à peu près quelques années. Mais avec 20 milliards d'impôts en plus. Ce que je constate, c'est qu'il y a des Français qui voient concrètement leur impôt baisser. Déjà le cas l'année dernière, et le cas, l'année dernière, ça avait été voté donc pour cette rentrée 2015, et pour l'année 2016. Ça veut dire que ces contribuables-là doivent oublier toute perspective de baisse. Mais ces contribuables-là qui apportent beaucoup au pays, ça fait partie de cette solidarité qu'il faut, je crois, assumer. Sinon, les grandes priorités que nous avons évoquées, l'école, la défense, la police, face aux grands défis qui sont ceux de notre société. Alors, le train de vie de l'État, peut-être, et la question du budget. On attend des précisions. Budget de la France qui est présenté dans quelques jours, et on attend de votre part des informations sur les économies budgétaires pour respecter les engagements de la France. Et puis, bon, alors, il y avait 14 milliards de prévus, mais il faudra même davantage, puisqu'il y a eu des nouvelles dépenses entre-temps. 14 milliards. 14 milliards, plus l'agriculture, plus ce qui a été dépensé pour les communes, pour la défense, pour les réfugiés, pour la lutte contre le terrorisme. Enfin bon, c'est les aléas de la vie publique. Où allez-vous couper dans les dépenses d'État l'année prochaine? Ce ne sont pas des aléas, ce sont des défis. Mais là aussi, nous avons pris un engagement. 50 milliards d'économies sur 3 ans. Une baisse du déficit. Et nous tenons ces engagements. Vous allez couper où alors cette année, enfin 2016? L'État, je vous le rappelle, fait sur ces 50 milliards 2/5 de cet effort, c'est-à-dire 19 milliards d'économies, avec des ministères qui sont prioritaires, éducation, défense, ministère de l'Intérieur, emploi, et des ministères qui le sont moins. Je pense par exemple aux 7300 postes en moins à Bercy sur 3 ans, et c'est une économie de 300 millions d'euros. Et donc nous continuerons, là où il y a des augmentations, elles sont compensées forcément par des économies. Sur la sécurité sociale, c'est 2/5 de l'effort. Pardon, pour rester sur l'État. 20 milliards. Pour rester sur l'État, 20 milliards d'euros, j'y reviendrai. 20 milliards avec des résultats extrêmement précis qui ont été encore annoncés ce matin par la ministre des Affaires sociales. Dans ceux que vous n'avez pas cités, la justice, la culture, ces ministères-là, par exemple, vont voir leur budget sévèrement amputé. Non. Les grands ministères prioritaires, c'est l'éducation nationale qui est revenu le premier budget de la nation. 60 000 postes sur le quinquennat en plus, pour faire face à la démographie qui augmente et pour lutter contre les inégalités. La sécurité, on avait supprimé dans le quinquennat précédent 13 000 postes. Ça, c'est ce qui augmente. Sur ce quinquennat-là, ça sera plus de 5 000 postes de policiers et de gendarmes créés, parce que les défis en matière de sécurité sont majeurs. Justice, ministère difficile, avec là aussi la pénitentiaire, qui attend beaucoup d'efforts, les tribunaux, qui sont souvent engorgés. Nous augmentons le nombre de juges. Je le rappelle, c'était un engagement du président de la République, nous le mettons en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça va baisser? La culture qui avait été amputée, c'est un budget beaucoup moins important. Modeste. Nous avons fait le choix, que c'était un message aussi, pour la France, pour la création, pour ce que nous sommes, pour l'âme de notre pays que j'évoquais il y a un instant, de l'augmenter. On entend bien, mais vous nous parlez de tous les ministères dont le budget augmente, mais alors où vont se trouver ces David économies? Pujadas, tous les autres ministères le qui logement font cet effort, tous les autres ministères que je n'ai pas cités et qui participent, le logement, bien sûr, les aides au logement. Mais vous ne découvrez pas ça. Non. C'est le cas déjà depuis 2 ans. Les autres ministères, le logement, ça a été également le cas de l'agriculture, ça a été le cas de tous les autres administrations. Le ministère du Travail. Et prenons un cas que je connais bien, le ministère de l'Intérieur. Il y a eu des postes en plus dans la police et dans la gendarmerie, ou dans les services de renseignement. Il y a eu des postes en moins, et ça n'est pas toujours facile, dans l'organisation de l'État, préfecture et sous-préfecture ou administration centrale. C'est le sérieux budgétaire qui doit l'emporter. Nous assumons, bien sûr, des priorités, et en même temps, nous atteindrons nos objectifs en matière de réduction des déficits. Mais pas de réforme de l'État, c'est toujours la politique du rabot. Non, il y a des réformes structurelles, mais les réformes structurelles, il faut bien le reconnaître, donnent des résultats sur le moyen et long terme, et pas forcément toujours sur le court terme. Le rabot, pour que chacun comprenne bien,
C'est un moment où on fait des économies à proportion sur l'ensemble des ministères. Ça n'est pas toujours la bonne méthode, mais c'est celle que nous pouvons utiliser. Mais quand nous passons de 22 à 13 grandes régions, je suis convaincu que dans l'organisation des collectivités territoriales, mais aussi et surtout de l'État, les préfectures, nous allons à terme, je dis bien à terme, obtenir des économies importantes. Mais il faut poursuivre, bien sûr, ces économies, et nous le faisons sur la sécurité sociale, avec des économies majeures dans la réforme des allocations familiales, parce que voilà, une réforme structurelle. La réforme des allocations familiales, qui a beaucoup fait parler d'elle, qui était attendue depuis très longtemps, génère 800 millions d'économies d'euros par an. Et le recours aux médicaments génériques, c'est 400 millions d'euros. Ça veut dire qu'on peut faire des économies dans ce domaine-là. Nous sommes en train d'en faire la démonstration. Le déficit de la sécurité sociale a été divisé par 2, 21 milliards en 2012 quand nous sommes arrivés au pouvoir, un peu moins de 13 milliards cette année, 10 milliards, moins de 10 milliards l'année prochaine. Et si le déficit reste, Marisol Touraine l'a évoqué ce matin, la Caisse nationale surveillance vieillesse sera à l'équilibre en 2016, Alors, ce qui n'a jamais... Avant, hein. Et alors? Ah non, non, enfin... Réforme de 2010. Ce n'est pas vous qui en avez le crédit, je veux dire. Mais vous savez, moi je suis le Premier ministre de la France, nous en parlerons avec François Fillon, il y a un mot que je n'aime pas, c'est la rupture. Et quand il y a quelque chose qui marche, on l'assume. Mais il y a eu, pardon, parce que vous allez trop vite, François Langlais, je ne vous reconnais plus. 2010, oui, une réforme des retraites. Ouais. 2013, une autre réforme des retraites. Qui a plutôt atténué les économies que non, augmenté. Pas du tout, vous vous trompez. Au contraire, qui accentue les économies. Nous avons fait le choix de l'allongement de la durée de cotisation, et c'est ça qui permet les économies et de financer. Non, mais c'est un message très important. Parce que c'est vrai, quand on parle de chiffres, on oublie les réalités. Quand on dit que nos retraites, l'équilibre de nos retraites sera assuré, que la Caisse nationale assurance vieillesse sera à l'équilibre en 2016, c'est-à-dire la première fois depuis 2004, c'est un message pour les Français de confiance sur l'avenir de la retraite. Donc, il ne faut pas passer trop vite quand il y a un message positif et quand on atteint ses objectifs. Le gong a sonné, mais vous aviez un objet, je crois, à nous montrer. Je voulais vous montrer un objet qui vous semblera familier, enfin pour les gens de notre génération, il nous rappelle quelque chose. C'est un bon vieux téléphone des années 70. À l'époque, on avait les fonctionnaires des PTT pour le faire fonctionner. Et puis, le monde a changé, les téléphones aussi. Maintenant, on est beaucoup plus habitué à cet objet, hein, c'est les smartphones. Et pour prendre en compte ces changements, la France, il y a une quinzaine d'années, a décidé de ne plus recruter de fonctionnaires chez France Télécom, mais de recruter exclusivement suivant les conditions du privé. On l'a fait de façon intelligente parce qu'on n'a pas touché au statut des gens qui étaient en place et on a modifié simplement celui des nouveaux arrivants. Ça a été fait, au moins dans la phase finale, par la gauche, un gouvernement que vous avez connu de près puisque vous étiez aux côtés de Lionel Jospin en 1997. Il y a 2 jours, Emmanuel Macron, votre ministre de l'économie, a déchaîné une tempête politique en disant tout simplement ça, au fond, que peut-être il était possible d'aménager les choses en fonction des évolutions. Pourquoi n'est-il pas possible de faire ce que la gauche a fait il y a 13 ans, adapter le statut de fonctionnaire là où c'est nécessaire? Mais il faut avoir une approche extrêmement pratique, concrète et pas idéologique sur ces questions-là. Vous prenez un bon exemple, celui de France Télécom. Le dernier fonctionnaire de France Télécom a dû être recruté en 1997. Et le dernier partira à la retraite en 2022. Ce qui veut bien dire que sur ces questions-là, ce sont des chantiers de long cours. Il ne faut surtout pas de brutalité. Mais on a l'impression François Langlais, là, on a mis le sarcophage de Tchernobyl dessus. Non, et puis j'éviterais moi de comparer la fonction publique française, l'État et les fonctionnaires à un accident nucléaire. C'était le dossier et pas les fonctionnaires, bien sûr. J'ai bien compris. Mais précisément, là aussi, derrière les mots, les chiffres, il y a des hommes et des femmes. Le statut de la fonction publique, il peut évoluer. Bien évidemment, vous venez d'en prendre des exemples. D'ailleurs, partout, d'ailleurs. Il a déjà évolué. Regardez, dans les aéroports, la sécurité au bagage, elle est assurée par des compagnies privées. Dans de nombreux hôpitaux, mais on n'a pas le droit de le tout dire. Ce qui est, on peut le faire, et pas le dire. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La logistique, elle est souvent assurée par le privé. Mais les fonctionnaires, c'est pas un mot en l'air. Ce sont, parce que peut-être un peu comme vous, les Français, ils veulent moins de fonctionnaires, mais ils veulent plus d'enseignants. Ce sont des fonctionnaires.
Ils veulent plus de policiers. C'est pas tout à fait le même débat. Hein, ils veulent, ah parce bon que- non. Mais, ils veulent plus de policiers et de gendarmes. Ce sont des fonctionnaires. Ils veulent plus de militaires pour les protéger. Ce que veut Ce dire sont des François Langlais, fonctionnaires. c'est que vous Ils avez veulent semblé plus. écarter. Ils veulent plus de juges. Ce sont des fonctionnaires. avez Il y semblé a ceux qui écarter travaillent ce dans que les proposait préfectures, dans les Emmanuel Macron. sous-préfectures. Ce sont des fonctionnaires. Ça, personne n'imagine un seul instant, enfin, à moins qu'on le propose dans le débat, et ça m'intéresse, de privatiser. Donc, il ne suffit pas de dire qu'il faut faire évoluer la fonction publique. Le statut, il peut évoluer. Nous sommes en train de discuter un accord avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, sur une évolution de la fonction publique qui sera gagnant-gagnante pour les deniers de l'État, mais aussi pour les salariés de la fonction publique. Le statut Et peut évoluer. Et il y a des syndicats qui, malheureusement, hésitent à le signer, alors que ça serait une bonne chose pour la fonction publique. Donc, la fonction publique d'État, elle peut évoluer, mais en même temps, elle est au cœur de notre pacte républicain et de notre pacte social. La fonction publique territoriale, qui a augmenté au cours de ces dernières années, Dans des parce que- proportions considérables. considérable, mais parce qu'il y a eu aussi des transferts compétences. de compétences, mais elle a augmenté de 2% chaque année depuis, pas 3 ans, hein, depuis 10 ans. Elle doit être mieux maîtrisée. Bien. Mieux maîtrisée. La fonction publique hospitalière, c'est 1 million d'agents. Est-ce que dans les hôpitaux aujourd'hui, les patients, les hospitaliers demandent moins d'infirmières, moins de soignants? Là, c'est pas J'ai- tellement j'ai- là. J'ai l'impression de C'est pas le débat, honnêtement. alors dites-moi, où est-ce qu'il faut faire porter cet effort, sur quel secteur? Vous me demandez précisément. mon avis? Oui, Écoutez, ça m'intéresse. je vous dirais par exemple, on a l'un des meilleurs services statistiques du monde avec l'INSEE. C'est un service public. Et on a un autre service qui est d'une qualité excellente à la Banque de France. On pourrait peut-être imaginer que dans ces domaines d'expertise, on demande à ces organismes aussi de se financer avec des contrats extérieurs et de faire évoluer petit à petit. Alors, C'est envisageable. mais il n'y a pas- il ne s'agit pas de privatiser la police, ni la défense, Il n'y a pas, ni il n'y a pas de l'enseignement. tabou. Encore que C'est pour l'enseignement, ça il faut qu'il déjà. faut se méfier des... Oui. C'est pour ça. J'ai beaucoup d'estime pour l'INSEE et je lis leurs publications avec Je ne révérence. doute pas que vous recevrez une lettre demain. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser. S'il faut faire évoluer tel ou tel secteur, moi j'y suis prêt. Mais je ne veux pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires. C'est pas ce qu'avait fait et votre notamment- ministre aussi? Non, je ne crois pas. Emmanuel, tu n'as pas fait ça. Bon, voilà. Vous voyez, il ne l'a pas fait. Bien, on va avancer. Alors, parce que sur ce sujet, à ce propos-là, on va en reparler, je crois, d'Emmanuel Oui. Macron tout à l'heure. J'ai l'impression que vous voulez en parler. Oui, bon, je crois que Nathalie Saint-Cric a 2 ou 3 remarques à faire. À ce propos, en tout cas, sur ces questions de statut et sur ces questions de revenus, et notamment dans la fonction publique, il y a quelqu'un qui souhaite vous parler, Monsieur le Premier ministre. Madame Garcia. Bonsoir, Madame Garcia. Bonsoir. Vous avez 67 ans, vous êtes Oui. ardéchoise, vous avez fait toute votre carrière au PTT. On en parlait d'une certaine manière. France Télécom Et a j'y pris, tiens. c'était une des branches qui a succédé au PTT. Et vous avez interpellé assez franchement Emmanuel Macron, lors de son dernier déplacement à Annonay, et notamment sur cette question du statut des fonctionnaires. Regardez. Oui. Il y a 2 jours, Qu'est-ce que vous m'avez entendu dire vous avez dit qu'il fallait changer le statut des fonctionnaires. Qu'est-ce que vous m'avez entendu dire Ça, exactement ça. Vous m'avez entendu dire ça Ah oui. Mais Je suis vous, désolée. vous avez êtes été Ah, encadré par le attendez-moi. président de la République. Je suis Non, désolée, mais là, faut vous, quand vous même êtes- faut quand vous même êtes dans le, arrêter. vous êtes dans le tourbillon. Ah Vous bah êtes dans non, le je suis tourbillon. pas des- dans un Des- tourbillon. Moi, quand je Vous êtes dis- dans un tourbillon, Non, je l'ai entendu. Non, Faut vous que- pouvez Ah pas bah, l'avoir entendu puisque je ne l'ai pas dit. Ah bah attendez, non mais vous voulez pas rire, non Mais Bon, non. Alors je suis bête, je suis sourde, je suis aveugle. Je vais vous dire mon rêve depuis des années, de vous prendre, vous, un autre, de lui donner, allez, maintenant ça serait 50 € et de lui dire maintenant tu te démerdes pour payer ton loyer, pour Mais- manger. Et pendant un mois, vous n'arrivez pas à la fin du mois, vous allez à l'hôpital.